Bonjour, plongeons aujourd'hui les mains dans le cambouis et allons voir ce que cela signifie véritablement interpréter les textes des préplatoniciens. Nous avons dit la dernière fois qu'il fallait normalement chercher une architectonique, c'est-à-dire les textes dans lesquels les auteurs vont parler de leurs idées, de leurs expériences et de comment ils voient un problème ou comment ils font de la philosophie. Avec Thalès, Anaximandre, Anaximène et les autres, c'est impossible, nous n'avons pas de texte. Or, ce fait de ne pas avoir de texte nous renvoie au problème de la doxographie. Et ce problème vient avant de déterminer ce que nous avons appelé la matrice. La doxographie, c'est ce qu'il va falloir justement comprendre, ce qu'il va falloir ensuite interpréter. Pour cela, nous avons utilisé les textes rassemblés par André Lacks et Glenn Most dans leur Early Greek Philosophy, aussi intitulé « Les débuts de la philosophie des premiers penseurs grecs à Socrate », pour la traduction française. Et nous avons aussi utilisé les textes rassemblés par Kirk, Raven et Schofield, qui s'appellent donc les The Presocratic Philosophers, et nous en avons utilisé la version anglaise ou la version allemande. Il ne me semble pas qu'il y en ait de version française, mais bon. Il ne suffit pas d'ouvrir ces ouvrages pour tout de suite accéder à la pensée des préplatoniciens. C'est loin d'être aussi simple. Et il ne faut pas prendre tout cela comme argent comptant. La couche dans laquelle nous nous trouvons est marquée par toute une génération de philologues et d'historiens de la philosophie, dont le principal souci est d'organiser et de structurer les fragments et les témoignages selon une méthode scientifique. Alors, il ne s'agit ni d'expérimentation, ni d'une quelconque conception causale neurocognitive de l'herméneutique. Non, il s'agit simplement de garantir une neutralité idéologique. Et aujourd'hui, il faut vraiment souligner le souci, les efforts et l'énergie déployée pour justement reconstruire une époque et comprendre comment les fragments et les témoignages s'y intègrent, comment ils y sont nés, et quelle est la différence, pour ainsi dire, interculturelle qu'il faut prendre en compte pour interpréter ces textes aujourd'hui, alors qu'ils ont été écrits il y a 2500 ans. Le travail de Lacks et de Most, par exemple, est une bonne illustration de cette méthode. Les textes des premiers philosophes sont organisés soit selon un principe chronologique, contexte et antécédence, c'est la page 63 à 112, soit selon des thématiques, comme par exemple la réflexion sur le langage, la rhétorique, la morale et la politique au 5e siècle, qui sont entre les pages 1127 et 1560. Et c'est là qu'on trouvera les sophistes. Les fragments, témoignages, citations et extraits sont ensuite répartis pour chaque auteur autour de 3 sous-sections. La sous-section P, les témoignages ou les informations sur la personne du philosophe, sa vie, sa personnalité et tout ce qui a pu se raconter sur lui de vrai ou de fictif. La sous-section D, la doctrine rassemblant à la fois des citations directes et indirectes. Et enfin, la sous-section R, pour l'histoire de la réception de la doctrine dans l'Antiquité. Cette tripartition est bien pensée, car elle répartit les fragments selon un principe méthodologique mettant déjà les textes dans une perspective historique. C'est la sous-section R. Tout en différenciant la personne de son œuvre, les deux n'ayant pas toujours laissé la même trace dans l'histoire. Pensez à Thalès comme premier philosophe, et Thalès comme cet astronome tombé au fond de son puits. Tous les fragments sont donc donnés depuis le plus crédible jusqu'au plus douteux. Et c'est aux chercheurs de les considérer avec un sens critique et de faire le tri entre le bon grain de livret. Comme le disent les auteurs pour ouvrir leur introduction, le présent recueil, tout en se voulant utile aux spécialistes, vise à présenter à un large public l'information dont nous disposons concernant les débuts de la philosophie grecque. Oui, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois que j'ai vu les fragments, j'avais vraiment l'impression d'être comme une poule devant un couteau. Il nous faut les clés d'interprétation pour comprendre ces fragments et en effet, pouvoir trier ceux qui sont valables de ceux qui sont probablement faussés. Et c'est pour cela que nous allons mettre à jour les différentes couches qui constituent l'histoire de ces fragments, pour justement comprendre toutes ces petites déformations qui ont dû voir le jour et qu'il faut prendre en compte ensuite pour vraiment pouvoir les interpréter. Mais où je suis, là? La première couche que l'on dégage est très importante puisqu'elle est encore aujourd'hui le modèle d'organisation des témoignages et des fragments. Lacks, Most, Raven, Kirk, Schofield, etc. sont tous tributaires d'un travail qui est paru en 1903 et qui, pour la première fois, a organisé et présenté les fragments et les témoignages selon une méthode, sinon scientifique, du moins rationnelle. Cette année cruciale est l'année de la parution des fragments des présocratiques, dit Fragment der Vorsokratiker par Hermann Diels. Pour la première fois, un manuel universitaire, donc à l'origine pour ses étudiants, même s'il deviendra plus tard un livre, pour la première fois, donc les témoignages, les fragments,
sont présentés au public de manière systématique et selon une organisation très rigoureuse que l'on retrouve encore aujourd'hui, puisque celle que je vous ai présentée tout à l'heure de l'Axe provient directement de celle de Diels. Cet auteur, Diels, entre dans l'histoire de la philosophie, et de son livre, il y aura 6 éditions jusqu'en 1952, et elle sera à chaque fois augmentée, améliorée, avec de nouveaux auteurs, et aussi de nouvelles façons d'organiser les fragments. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour se rendre compte de son influence sur la manière dont nous classons encore aujourd'hui les fragments. C'est lui qui commence par parler de sections et de sous-sections. Seulement, il appelle les sections A, B et C. Et d'ailleurs, les sous-sections aussi sont aussi A, B ou C. Mais en tout cas, la section A, ce sont les débuts qui rassemblent la poésie cosmologique, astrologique et la prose cosmologique et gnomique. La section B, ce sont les fragments des philosophes du VIe et du Ve siècle. Et la section C rassemble tous les écrits de la sophistique. Il est intéressant de noter que cette classification par Diels ne se contente pas de donner un contexte et des antécédents à ses lecteurs. Non, il fait déjà un choix idéologique. Il parle de poésie, il parle d'astrologie, il parle de cosmologie gnomique. Ce sont des désignations qui renvoient à des formes pré-philosophiques, mais surtout non philosophiques. Pour cette raison, Homère est absent dans les premières éditions. Orphée et Épiménide ne seront considérés que dans un appendice final, et il faudra attendre les dernières éditions pour voir apparaître enfin Hésiode, et plus généralement la poésie qui sera donc mise au début pour bien montrer qu'il y a une rupture entre une pensée pré-philosophique, non philosophique, et tout d'un coup donc la philosophie, la rationalité. On présuppose ainsi implicitement que l'origine de la philosophie est une rupture avec une pensée superstitieuse et disons irrationnelle. Diels oppose les représentations religieuses aux représentations philosophiques. Et il est d'accord donc avec John Burnet, son aîné, qui a écrit un Early Greek Philosophy, dans lequel il assume la thèse que la philosophie est une rupture, une opposition à la religion étant l'irrationnel, les superstitions, voire des balivernes. Je ne pense pas que John Burnet parlait de la religion chrétienne, néanmoins. Un débat s'installe déjà à cette époque, et en 1912 apparaît le livre « From Religion to Philosophy » de Francis Cornford. Et on voit ici déjà deux pôles très clairs entre ceux qui sont pour une continuité entre la religion et la philosophie, et ceux donc qui affirment au contraire qu'il y a une rupture. Et c'est encore entre ces deux pôles que nous nous trouvons aujourd'hui. Ce débat nous oblige aujourd'hui à nous poser encore des questions fondamentales. Qu'est-ce que nous appelons la pensée scientifique, et à quoi s'oppose-t-elle? Qu'appelle-t-on donc la pensée archaïque? Quel est le rapport de la philosophie de l'époque avec le religieux? Est-ce que c'est ce que nous appelons aujourd'hui le religieux? Est-ce qu'il n'y a pas là encore une différence interculturelle qu'il va falloir éclaircir? Et est-ce que le modèle actuel que nous appelons scientifique est vraiment un modèle valable pour comprendre ce qu'est la philosophie et surtout pour comprendre ce qu'était la philosophie archaïque à l'époque des Ioniens? Et c'est en tentant de répondre à ces questions contre Cornford, Burnet et Diels, mais aussi contre les Lumières et Hegel, que quelqu'un comme Giorgio Colli tente de réexposer les fragments et les témoignages dans une monumentale Sapienza Greca, parue entre 1977 et 1980, mais qui resta inachevée en raison de la mort de son auteur. En partant de Nietzsche, il proposait une nouvelle approche de la pensée archaïque en rompant définitivement avec la couche hegelienne que nous allons voir. Mais la grande originalité de Diels, ça n'est pas seulement cette classification des fragments et des témoignages. À partir de 1879, il a déjà commencé ce travail, il a déjà classifié et surtout il a déjà mené de nombreuses analyses comparatives. Et sa grande découverte, c'est celle qu'il fait en comparant les textes de Stobé, du Pseudo-Plutarque et de Théodorète, donc un théologien du Ve siècle, et il remarque qu'entre ces trois auteurs, il y a 70 pages communes. Il suppose donc que ces 70 pages viennent d'un quatrième auteur, qu'il suppose être Aëtius, un doxographe du 1er siècle après Jésus-Christ, qui aurait donc écrit des opinions des philosophes. Cet ouvrage est malheureusement perdu, et cette attribution à Aëtius ne va pas sans problème. Quelqu'un comme Lebedev, par exemple, met très sérieusement en doute les résultats de Diels, et suppose au contraire que ces 70 pages appartiendraient tout simplement à Plutarque. Il était jeune, il était beau, et il avait que ça à faire. Et en faisant ce travail, il invente le terme de doxographie, à partir de doxa, opinion, et graphos, écriture. Les doxographes, ce sont donc ceux qui ont écrit et qui nous ont transmis les textes des premiers philosophes. Et donc c'est aussi eux que nous prenons aujourd'hui comme argent comptant, et attention, c'est un peu parfois aussi de la fausse monnaie. Aëtius, Diogène Laërce, Stobé, Cicéron et tous les autres représentent un véritable défi herméneutique. Je creuse, je creuse, je creuse.
Sous la rigueur philologique d'un Diels ou d'un Burnett, il y a une prise de position par rapport à un courant de pensée qui a profondément marqué les historiens de la philosophie du XIXe et du XXe siècle, à savoir Hegel d'abord et Zeller. Le premier interprète l'ensemble de la tradition philosophique de Thalès à lui-même comme l'histoire de l'éveil de l'esprit, donc là pour soi, à sa propre réalité, ce qu'on appelle l'esprit en soi, acquérant avec chacune de ces figures historiques une conscience toujours plus grande de sa liberté en soi et pour soi. L'histoire devient finalement l'histoire d'un être vivant collectif qui évolue vers l'absolu, pour parler comme Hegel. Je m'excuse auprès des hegéliens qui considéreraient probablement ce résumé comme beaucoup trop simpliste, mais si je rentre dans les détails, je vais perdre tout le monde. Et donc Zeller et sa monumentale Philosophie der Griechen, rédigée en 3 volumes entre 1844 et 1852. Et Zeller repose sur le même présupposé, mais il ne le révèle pas explicitement, car justement il veut aussi mettre en avant une méthodologie, comme l'a fait Hegel, mais surtout en se reposant beaucoup plus sur les textes que Hegel, à mon sens. Et donc on retrouve cette rigueur du chercheur attentif à saisir le contexte de l'esprit, et il est l'un des premiers à faire attention justement à cette méthode et au caractère de la philosophie grecque en général, tentant de développer une typologie des pensées archaïques. Je creuse. Si on continue à gratter le sol philologique, qui nous permet d'appréhender l'origine de la philosophie, il ne faut pas laisser dans l'ombre le travail d'un Thomas Stanley et son History of Philosophy, donc de 1655, et de George Hornis et son Historia Philosophica, ou encore de Johannes Johansen et son De Scriptoribus Historiae Philosophicae, sans compter le travail des philologues hollandais, qui traduisent tous un besoin du XVIIe siècle de disposer d'une étude systématique de l'histoire de la philosophie. L'influence de Francis Bacon dans ses travaux n'est pas explicite et directe, mais elle se fait tout le temps sentir. Et il est clair que l'épistémologie qu'il développe à partir de ses Historia Literaria impose l'idée d'une histoire de la philosophie comme la partie de connaissances encyclopédiques qu'il faut toujours prendre en compte. Il s'agit de montrer que les connaissances accumulées au fur et à mesure sont là pour systématiser les informations que l'homme peut utiliser pour contrôler et dominer la nature. En bref, cette couche est hautement pragmatique, et elle laisse volontiers de côté les discussions autour des sectes ou de la personnalité des premiers philosophes. Et plus intéressant, l'origine de la philosophie est alors uniquement un changement qualitatif de la nature des informations que les hommes acquièrent sur la nature. Je creuse. Les différents travaux n'ont concerné jusqu'à maintenant que la façon d'organiser les fragments et les informations sur les premiers penseurs. La Renaissance et le mouvement humaniste, lui, n'a pas réellement posé la question de l'origine de la philosophie, car il s'agissait principalement de faire revivre l'Antiquité classique et romaine. Le travail des humanistes est tout autre. Il s'agit de donner au texte une nouvelle organisation, une nouvelle traduction et une plus grande diffusion rendue possible par l'imprimerie, afin d'en montrer la valeur pour la pensée humaine. Les premiers fragments n'ont pas encore le statut de fragments. Ce sont encore des citations dans des grands textes romains ou grecs, et c'est en les éditant que les premiers penseurs survivent. Et cela, on le doit à un Aldus Manutius, imprimeur italien, à qui l'on doit par exemple la première édition en grec d'Hérodote. On doit aussi beaucoup à Marcus Musurus, qui a fait des traductions latines des comédies d'Aristophane, et surtout à Henricus Stephanus, plus connu sous son nom français Henri Estienne. C'est lui qui a fait rentrer les œuvres de Platon, entre autres, dans le patrimoine de l'humanité, et avec eux tous les philosophes cités par lui. Je creuse. Ce travail des humanistes n'aurait cependant pas pu être possible sans le travail de petites mains qui ont, pendant des siècles, copié les textes. Certes, l'origine de la philosophie n'était pas non plus leur question. Pour eux, la philosophie est une forme pré-chrétienne, c'est-à-dire non pas tant hérétique que propédeutique, une sorte de préparation à la révélation. Ces moines copistes ont permis la transmission, mais ils ont introduit une forme de réorganisation des textes qui leur était parvenue sans aucune ponctuation. Les Grecs, en effet, n'en utilisaient pas, et ce sont eux, donc ces copistes, qui ont pour la première fois découpé des phrases et mis en relief les idées. Or, de telles décisions ne vont pas sans une certaine interprétation des textes qui devaient servir donc à la chrétienté. D'abord en ce qui concerne la traduction des concepts grecs comme logos ou théos. Il est assez aisé de subvertir un texte en les traduisant dans le sens que le veut la Bible, sans se demander quel était leur sens original ou comment justement les anciens Grecs comprenaient ce qu'était un logos ou un théos. Et ensuite, comme nous le disions, le choix de la virgule, par exemple, peut aussi subtilement influencer le sens. Prenons ces deux phrases. Les élèves qui prennent le bus arrivent en retard. Les élèves qui prennent le bus arrivent en retard. Dans la première, les élèves constituent un groupe et certains parmi eux qui prennent le bus arrivent en retard. Dans la seconde phrase, on explique que tout le groupe des élèves prend le bus et c'est pour cela qu'ils sont en retard. Imaginons maintenant une phrase philosophique et imaginons
un espèce de fragment qui pourrait sortir donc d'un des penseurs ioniens. Les éléments contraires qu'on rencontre dans la nature constituent aussi les dieux, et les éléments contraires qu'on rencontre dans la nature constituent aussi les dieux. Dans la première phrase, on considère que les éléments, comme la terre, l'air, le feu, l'eau, le chaud, le froid, le sec, l'humide, constituent donc un groupe homogène. Et certains de ces éléments contraires sont communs à la nature et aux dieux. Dans le deuxième cas, les éléments contraires se trouvent tous dans la nature et ils constituent aussi les dieux. Dans la première phrase, les dieux conservent une certaine nature divine qui peut être autre que la nature matérielle, et dans la seconde phrase, les dieux, eux, sont des phénomènes naturels. Donc comme vous le voyez, la virgule peut conduire à des interprétations radicalement différentes. On verra dans les émissions suivantes que les virgules, les points introduits par les moines copistes et retravaillés jusqu'à aujourd'hui, demandent à celui qui s'intéresse à la question de l'origine de la philosophie d'aller voir à chaque fois comment les doxographes, les traducteurs et les commentateurs ont mis en relief les idées des premiers penseurs. À ce problème, il faut encore ajouter celui des coquilles, car à force de copier les manuscrits, certaines lettres ont pu être échangées, et ainsi, la question du lieu peut devenir la question de Dieu, et pourquoi pas, une matière peut devenir une manière. Le contexte permet généralement de corriger ce genre de petites choses, mais pas toujours. Ensuite, à tous ces facteurs micro-historiques, il faut encore ajouter les événements macro-historiques. La chute de Constantinople, l'hégémonie du christianisme, le déclin de l'Empire romain et surtout toutes les destructions de bibliothèques, dont celle de la grande bibliothèque d'Alexandrie, ont eu évidemment une influence majeure sur les textes qui nous sont parvenus. Et peut-être que si l'histoire avait tourné autrement, Platon ne serait pas le grand philosophe de l'Antiquité, mais peut-être un Gorgias ou un Démocrite. En tout cas, il faut bien avoir conscience que les textes que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui sont issus d'une sélection hasardeuse. Mais il ne faut quand même pas désespérer, nous avons quand même des clés pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir peut-être justement mettre à jour un discours intéressant sur l'origine de la philosophie. Il faut juste s'accrocher. Et donc il faut continuer à creuser. Nous arrivons maintenant à la couche la plus importante. Car si pendant le Moyen-Âge, on a copié, on a transcrit, on a commenté, c'est pendant l'époque romaine qu'apparaissent les grands doxographes. Aëtius, Plutarque, Stobée, etc. Tous ces auteurs-là ont essayé de rechercher des textes, de rassembler les textes pour justement eux aussi en faire une histoire de la philosophie naturelle. Simplement, c'est dans un contexte tout autre. Ils ne sont pas chrétiens, et à l'époque, il n'y a pas encore d'hégémonie, pour ainsi dire, de la pensée chrétienne. Ce qui fait qu'ils ne pensent pas du tout de la même manière. Si on prend Cicéron, par exemple, la philosophie n'est pas une préparation à la théologie. Pour Cicéron, la philosophie est un mode de vie, c'est une sagesse pratique fondée sur la raison et la vérité. Et en bref, il est très marqué par le stoïcisme, ce qui évidemment change beaucoup les choses par rapport au Moyen-Âge. À l'époque romaine, on lit encore à voix haute. Les textes sont encore écrits pour être lus. On ne lit pas pour soi, ou en tout cas c'est assez rare. On cite évidemment toujours saint Ambroise, le maître de saint Augustin, qui donc lisait pour lui-même, mais en règle générale, même à l'époque romaine, tous les spécialistes disent qu'on continuait à lire à voix haute. Lire était une activité sociale. Donc quand Diogène Laërce écrit la vie des philosophes, ça n'est pas pour permettre aux penseurs de méditer sur les philosophies du passé. Pas du tout. Il s'agit au contraire de proposer un texte qui pourra être lu à une assemblée, et donc il s'agit d'un petit show finalement, d'un espèce de spectacle aussi. Il raconte des histoires, il raconte des vies, il raconte des œuvres, et il faut qu'elles soient intéressantes pour le public. C'est la base de la rhétorique, et surtout la rhétorique romaine. Je veux dire, c'est eux qui ont inventé la rhétorique. Ouais, bon, après les Grecs, mais bon. Enfin, tout ça pour dire que ce qui est rapporté doit l'être avec prudence, mais je pense que vous aurez compris. Et c'est pendant cette couche romaine que vont se dégager deux grandes idées sur l'origine de la philosophie. L'origine de la philosophie est soit éthique, c'est l'avènement d'un nouveau mode de vie, ou alors l'origine de la philosophie est épistémologique, et il s'agit de l'avènement d'une nouvelle compréhension de la nature. C'est cela qui nous intéresse au niveau de la couche romaine, parce que c'est cela qui intéressait les doxographes. À la truelle, avec des instruments. Nous touchons enfin au but. Notre archéologie doit s'arrêter à la couche grecque, car ce sont eux qui, les premiers, ont déjà essayé de recueillir les paroles, les anecdotes, les textes des premiers penseurs. Hippias d'Élys, par exemple, est certainement le plus connu, puisque c'est lui qui a permis à Platon, Aristote, Isocrate, Gorgias, d'avoir justement accès à ce qu'ont dit leurs prédécesseurs. Et c'est ce qui fait dire aussi que ni Platon, ni Aristote, ni les autres n'avaient vraiment accès à des textes originaux. Mais ça, c'est juste en marge.
Malheureusement, tout ce travail des doxographes grecs, et en particulier celui d'Hippias d'Élis, sont tombés dans l'oubli. Ils ne nous sont pas parvenus. Et donc, les sources les plus proches que nous avons des penseurs préplatoniciens, ce sont Platon, Aristote et Hérodote. Et il faut bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce que nous avons appelé des couches sont plutôt en fait des lentilles. Chaque lentille ou chaque époque a produit des influences complexes sur la manière dont nous percevons aujourd'hui les origines de la pensée philosophique. Il va donc falloir faire très attention en manipulant les fragments. Alors je dis depuis le début que c'est l'horreur et qu'il ne faut pas faire confiance aux fragments et que de toute façon rien n'est certain. Ok, mais en l'occurrence, nous avons de la chance. Car les trois sources principales qui sont les plus proches des penseurs ioniens, ce sont Platon, Aristote et Hérodote. Or, ces trois auteurs ont été, depuis 2000 ans, extrêmement débattus, commentés, on a beaucoup réfléchi sur eux, et donc on a déjà identifié dans toutes ces œuvres les incertitudes doxographiques, les contradictions à l'intérieur des œuvres qui peuvent renvoyer soit à des faux, soit peut-être à une évolution de la pensée de ces auteurs. Et c'est pour ça que dans notre prochaine émission, nous allons voir les philosophies de Platon, d'Aristote et d'Hérodote, non pas pour les soumettre au problème de la doxographie, mais pour voir dans quelle mesure leur philosophie, car ils ont offert au monde des philosophies méga solides, à part Hérodote, leurs philosophies sont tellement fortes que d'elles-mêmes, elles impliquent une déformation du matériel doxographique. Et c'est pour ça donc qu'il va falloir faire attention et essayer justement de mesurer ou de prendre en compte comment ces auteurs ont compris leurs prédécesseurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer peut-être de redresser ces opinions pour atteindre une approximation de ce qu'ont dû dire les premiers ioniens. À la prochaine fois. La dernière fois, je ne vous ai pas présenté de livre. Et je vais me rattraper aujourd'hui. Et le premier livre que je vous recommande, c'est La naissance du paradigme herméneutique de Lax et Neschke. C'est vraiment un livre extrêmement clair, très intéressant, tellement intéressant justement que personnellement, j'ai même appris l'existence du travail de Humboldt en herméneutique, le travail de Droysen, que je connaissais seulement via Gadamer, et surtout le travail de Böck, que je ne connaissais pas du tout. On y découvre aussi des contributions sur Wolff, sur Kant évidemment, qui constitue le terreau à partir duquel est né ce paradigme herméneutique. Et les contributions vont jusqu'à Dilthey. Sur Diels et la formation du corpus doxographique, je vous recommande alors l'introduction du Oxford Companion on the Presocratics, ça c'est vraiment excellent, mais vous pouvez aussi lire le premier chapitre de Lire les présocratiques de Luc Brisson, qui propose là un exposé très clair, non seulement de Diels et de la manière dont Diels a travaillé, mais aussi de toutes les difficultés que l'on rencontre à interpréter les doxographes et les premiers penseurs au travers de la doxographie. Et concernant la doxographie, allez voir aussi la sagesse présocratique, donc communication des savoirs en Grèce archaïque des lieux et des hommes, aussi un ouvrage collectif sous la direction de Marie-Laurence Desclos et Francesco Fronterota, aussi un excellent livre. Allez voir la contribution de David Bouvier qui s'intitule Tradition poétique et identité intellectuelle entre Homère et les présocratiques. C'est vraiment un excellent article qui là par contre, contrairement à Brisson, prend un angle beaucoup plus critique vis-à-vis de Diels et des différents auteurs qui ont tenté d'organiser les fragments et les témoignages.